Je sentais la corde vibrer contre ma paume, un bourdonnement frénétique et rythmé qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Je n'ai pas baissé les yeux. Je ne pouvais pas. Si j'avais baissé les yeux, j'aurais vu les 90 mètres de vide et l'ardoise grise et déchiquetée qui semblait vouloir m'engloutir tout entière. À côté de moi, sa respiration était régulière, presque mélodieuse. Il était la seule chose qui me retenait à la terre. Arrête de trembler. Tu réfléchis trop à la prise. Sa voix était un murmure, mais elle résonna dans mon crâne comme un cri. Il n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air ennuyé. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne me sauvait pas. Il me regardait craquer. 3 ans avant ce jour, ma vie était une suite de pièces beiges et d'horaires prévisibles. J'avais un mari qui m'aimait d'une façon comme une couverture chaude, rassurante, douce et légèrement étouffante. Mark était un homme bien. Il travaillait dans les assurances, aimait que sa pelouse soit tondue au millimètre près, et pensait que l'aventure était un truc qu'on regardait dans un documentaire avec les sous-titres. Je l'aimais, mais j'avais l'impression de disparaître. J'étais un fantôme dans ma propre cuisine, répétant les gestes d'une vie qui me semblait empruntée. Puis j'ai rencontré Elias. Il est entré dans la salle d'escalade du coin, comme s'il était maître de la gravité. Il n'avait pas l'air d'un athlète professionnel. Il avait l'air d'un homme qui avait passé 10 ans à lutter contre les éléments et à les vaincre. Il m'a remarqué en difficulté sur un bloc de niveau V4, mes doigts glissants, ma respiration haletante. Ton centre de gravité est trop en arrière. Il ne m'a pas tendu la main. Il n'a pas souri. Il est resté là, les bras croisés, à me regarder échouer avec une intensité clinique. Je l'ai détesté instantanément et je n'arrivais pas à l'oublier. Il est devenu mon instructeur, puis mon mentor. Il ne m'a pas appris à grimper. Il m'a appris à survivre. Il m'a poussé jusqu'à ce que mes doigts saignent et que mes muscles me fissent souffrir, me dépouillant de l'image lisse que j'avais de moi-même présentée à Marc. Avec Elias, je n'étais plus l'épouse dévouée ni l'employé fiable. J'étais juste un corps qui tentait de défier les lois de la physique. Il a vu en moi la faim que Marc avait passé des années à tenter d'apaiser. Elias ne voulait pas l'apaiser. Il voulait la nourrir. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble en dehors de la salle d'escalade. Cela a commencé par des ateliers techniques dans les contreforts, des sorties qui duraient quelques heures, puis une journée entière, puis un week-end entier. J'ai dit à Marc que j'étais en train de me retrouver. Je lui ai dit que c'était une question de santé et d'émancipation. Il m'encourageait de loin, sans se rendre compte du frisson qui me parcourait chaque fois qu'Elias touchait mon épaule pour corriger ma posture. La première fois que la limite a été franchie, ce n'était ni un baiser ni une confession. C'était un regard. Nous étions sur un rebord, le soleil plongeant à l'horizon, peignant la vallée de pourpre meurtri et d'orange profond. Le silence était absolu, brisé seulement par le sifflement du vent dans les pins. Il m'a regardé, et pour la première fois, le masque clinique est tombé. Il y avait une reconnaissance brute et désespérée dans ses yeux. Tu es enfin éveillé, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. L'air entre nous était chargé, comme juste avant un éclair. Il a tendu la main et a tracé la ligne de ma mâchoire avec un pouce rugueux comme du papier de verre. Ce n'était pas un geste romantique. J'avais l'impression qu'il s'appropriait un territoire. J'aurais dû prendre du recul. J'aurais dû penser à Marc, qui m'attendait à la maison avec un bon repas et un sourire qui me faisait une confiance absolue. Au lieu de cela, je me suis abandonnée à son contact. Je voulais être revendiquée. Je voulais être connue de quelqu'un qui voyait l'obscurité en moi et qui ne cherchait pas à allumer la lumière. Le secret a commencé discrètement. Un appel manqué par-ci, un petit mensonge sur un détour par-là. Nous avons commencé à nous aventurer plus loin dans l'arrière-pays, à la recherche de sommets qui ne figuraient pas sur les cartes touristiques. C'étaient des voyages silencieux. Personne ne savait où nous étions. Personne ne savait que nous étions ensemble. L'intimité physique était secondaire par rapport au lien psychologique. Il m'a appris à grimper à ses côtés, nos corps se mouvant dans une synchronisation parfaite et terrifiante. Nous n'avions pas besoin de parler. Nous connaissions nos rythmes respectifs, la façon dont un déplacement de poids signalait un changement de direction, la façon dont une inspiration brusque signifiait qu'une prise était en train de céder. C'était comme une drogue. L'adrénaline de l'ascension se mêlait à celle de la trahison. J'ai commencé à mentir à Marc avec une aisance qui m'effrayait. Je rentrais à la maison imprégnée d'une odeur d'aiguille de pain et de sueur, et je lui disais avoir passé la journée dans une salle d'escalade bondée. Je l'embrassais, et j'étais prise d'une vague de nausée, non pas parce que je le haïssais, mais parce qu'il me semblait être un étranger d'une vie antérieure. Plus je me synchronisais avec Elias, plus je me détachais de tout le reste. Elias l'a remarqué. Il l'a encouragé. Il m'a dit que le monde sous la limite des arbres était un mensonge, un endroit pour ceux qui avaient une peur de vraiment vivre.
Nous sommes les deux seules personnes qui sont réellement réelles, m'a-t-il dit un soir, dans une tente exiguë, la pluie tambourinant contre le nylon. Je l'ai cru. Je voulais croire que ma culpabilité n'était qu'un symptôme de ma vieille vie insipide. Mais les occasions manquées ont commencé à s'accumuler. Mark a trouvé un équipement spécialisé dans le coffre de ma voiture que je ne pouvais pas expliquer. Il a remarqué que j'avais cessé de parler de la salle de sport et que je commençais à parler des montagnes d'une manière qui ressemblait à une prière. Je me souviens d'un mardi soir de novembre. La maison était silencieuse, le chauffage ronronnant en fond sonore. « Pourquoi as-tu l'air si triste alors que tu es heureuse ?» me demanda Mark. Il me tenait la main, me regardant droit dans les yeux avec une sincérité qui me transperçait comme un couteau. Je revenais tout juste d'un voyage de 3 jours avec Elias, et j'étais encore sous le choc de l'altitude. Je lui dis qu'il imaginait des choses. Je lui dis que j'étais juste fatiguée, mais en le regardant, je réalisais que je ne jouais plus un rôle. J'étais devenue une autre personne. J'étais une menteuse, une tricheuse, une aventurière, et le pire, c'est ce que j'adorais chaque seconde. Puis vint le voyage jusqu'à la Flèche Noire. C'était un sommet qui obsédait Elias depuis des années. Il l'appelait l'épreuve ultime de confiance. Il m'avait dit que si nous atteignions le sommet de la flèche, nous serions liés à jamais. Nous sommes partis un vendredi matin, sans nous soucier des permis et des formalités administratives. Nous voulions la montagne pour nous seuls. L'ascension fut brutale. Le temps changea en quelques heures. Une tempête soudaine et violente transforma la roche grise en un miroir noir et lisse. Le vent hurlait, nous glaçant le corps et brouillant la frontière entre le ciel et la pierre. Nous étions à mi-chemin de la dernière face lorsque la première fissure apparut. Une dalle de roche de la taille d'une table se détacha juste au-dessus de nous. Elle ne nous toucha pas, mais la vibration me fit chanceler. Je perdis l'équilibre et me retrouvai projeté dans le vide, tout mon poids s'écrasant soudainement contre la corde. Le choc faillit arracher mon harnais de mes hanches. Je haletais, les poumons brûlants dans l'air raréfié. Je levai les yeux. Elias était encordé, le visage impassible. Il me fixait, non pas avec inquiétude, mais avec une étrange curiosité distante. J'ai crié pour qu'il me ramène, mais le vent a étouffé ma voix. J'ai vu sa main se diriger vers le descendeur. Il ne l'a pas verrouillé. Il m'a laissé glisser, de quelques mètres, plus à peine, peut-être 1,5 mètre. Mais, à cet instant, la connexion s'est rompue. J'ai compris qu'il n'était pas mon partenaire. Il était mon protecteur. Il m'appréciait, surtout quand j'étais terrifiée, quand j'étais entièrement à sa merci. « Tiens bon !» a-t-il crié d'une voix dénuée d'urgence. Il a fini par me ramener contre la paroi, mais la confiance avait disparu. Je le voyais dans ses yeux. Il savait que je l'avais compris. La donne avait changé. Nous avons atteint le sommet dans un brouillard d'épuisement et de ressentiment. Il n'y a eu ni célébration, ni étreinte triomphante. Nous nous sommes tenus sur une étroite corniche de roches gelées, le monde tournoyant en dessous de nous. « Tu me prends pour un monstre maintenant, hein ?» demanda-t-il. Je ne répondis pas. Je fixais simplement la corde qui nous reliait. Elle ressemblait moins à une bouée de sauvetage qu'à une laisse. La descente fut le véritable cauchemar. La tempête s'intensifia, se transformant en un brouillard blanc aveuglant. Désorientés, nous trébuchions dans un paysage devenu méconnaissable. Nous atteignîmes un couloir abrupt, un étroit ravin de glace et de débris. Elias s'y engagea en premier, ouvrant la voie. Il s'arrêta brusquement. Je l'entendis crier quelque chose, mais le vent était trop fort. J'avançais, essayant de combler l'écart, quand je l'entendis. Un craquement humide et sinistre. Elias avait glissé. Il ne s'était pas correctement ancré. Il avait fait une chute de 6 mètres et s'était écrasé contre un rebord, sa jambe tordue à un angle qui me donna la nausée. Il hurlait, un cri rauque et guttural qui déchirait le vacarme de la tempête. Je me suis précipitée vers lui, le cœur battant la chamade. Il était pâle, tremblant violemment, les yeux écarquillés par le choc qui avait enfin fait disparaître son arrogance. « Aidez-moi » haleta-t-il. « Prends sur la radio. Appelle les secours. » J'ai cherché la radio à ma ceinture. Elle était hors service. La batterie avait gelé depuis des heures. Je l'ai regardée, puis j'ai regardé le chemin qui remontait, puis la descente. La tempête se rapprochait. Si je restais avec lui, nous allions tous les deux geler avant le matin. Si je le laissais chercher un signal ou un abri, il risquait de mourir. Mais en regardant son visage, je me suis souvenu de la façon dont il m'avait laissé sombrer dans le vide pendant la montée. Je me suis souvenu de la façon dont il avait détruit mon mariage, mon estime de moi, juste pour voir s'il en était capable. Je n'ai pas bougé. Je suis restée assise là, dans la neige, à le regarder respirer. « Pourquoi tu ne fais rien? Fais rien du tout » a-t-il crié. Je lui ai dit que je réfléchissais. Je lui ai dit que je me souvenais de la sensation de la corde vibrant dans ma paume. Je ne l'ai pas laissé mourir. Je ne pouvais pas.
J'ai passé 14 heures blotti contre lui, utilisant ma propre chaleur corporelle pour l'empêcher de sombrer dans le coma. Je luttais contre le vent, le froid et ma propre haine pour le maintenir conscient. Lorsque l'équipe de secours nous a finalement retrouvés le lendemain matin, Elias était à peine vivant. Il souffrait de multiples fractures et d'une grave hypothermie. La convalescence fut lente et douloureuse. Il perdit la capacité de grimper à un niveau professionnel. L'homme qui s'était défini par sa domination sur la montagne était désormais un homme qui peinait à marcher jusqu'aux toilettes. Je suis rentrée chez Marc. J'ai essayé de me réhabituer à l'atmosphère beige des pièces. J'ai essayé d'aimer l'homme qui aimait sa pelouse bien tondue et sa vie prévisible. Mais le malaise persistait. Je sentais encore la vibration fantôme de la corde. J'entendais encore la voix d'Elias me dire que le monde en dessous de la limite des arbres était un mensonge. Je n'ai pas tout dit à Marc.